Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale sur la bière. En moyenne, les Français et plus particulièrement les étudiants consomment 30 litres de bière par an et une pinte coûte environ 5 à 6 euros. En somme, un bon rapport qualité-cuite pour nos étudiants. En effet, la bière blonde, comme moi, serait l'alcool préféré des 20-30 ans. La France est reconnue le 6e pays exportateur de bière dans le monde. 70% des bières consommées dans notre pays sont produites en France. Nous avons donc décidé d'infiltrer le processus de création d'une bière artisanale pour découvrir les secrets de fabrication de ce doux breuvage. Allez, on vous emmène. Salut Guillaume, est-ce que tu peux me dire qui tu es et où est-ce qu'on est ici? Alors moi c'est Guillaume du coup, donc je fais partie de l'agrimentaire, je suis le responsable bière de l'agrimentaire, je suis en IAL 4. Et donc du coup ici on est à la salle de brassage donc, qui appartient à l'IUT, génie biologique. Donc c'est un outil qui appartient à l'IUT et qui nous est prêté gracieusement donc, par l'IUT pour nous permettre de brasser donc, les bières qu'on brasse à l'agrimentaire. Donc là on est sur le brassage aujourd'hui d'une bière qui va nous permettre de participer à un concours. Donc c'est un concours sur le thème Stout, donc on verra après un peu ce que c'est que la bière Stout. C'est un concours qui est organisé par le Master HSQE de l'IUT et nous on a décidé du coup de brasser ce qu'on appelle une Milky Sour Stout. Donc on est sur une bière hybride en fait. On va être sur une Milky Stout, donc une bière avec du lactose, une bière au lait entre guillemets. Et on est sur un style sour, donc deux styles qui s'opposent un peu, la Stout et la sour. Mais on avait un peu envie de s'amuser vu que c'est un concours et c'est le but. Donc on a envie de s'amuser et de faire un truc un peu fun. Donc voilà un peu pour la recette. Alors, basiquement, quelles sont les différentes étapes à réaliser pour brasser de la bière? Alors en tant que brasseur, on va avoir 4 étapes majeures, on va dire. Il y a une étape que le brasseur ne fait pas, c'est l'étape de maltage en fait. C'est ce qui va nous permettre de produire donc, nos maltes. Les maltes, qu'est-ce que c'est en fait? C'est rien d'autre que de l'orge germée et torréfiée. Donc on va avoir une germination qui va être faite donc, par les malteurs. Ils vont venir placer les grains en fait pendant une température de 30-35 degrés environ sur un milieu vachement humide pour faire venir en fait germer nos grains. On va venir faire germer nos grains, ce qui va permettre en fait de pré-libérer les sucres et les enzymes présents dans les grains. Et après on va venir stopper en fait cette germination par une étape de torréfaction. Le touraillage c'est rien d'autre qu'une étape de torréfaction. Et on va venir en fait torréfier nos grains un peu comme on fait pour le café. Guillaume, ici je vois que tu as du grain. Ouais. Qu'est-ce que tous ces types de grains différents? Donc là on est sur le malt, donc on est sur l'orge qui a été cette fois torréfié. Donc on va pouvoir utiliser nous derrière en brasserie. Donc là comme vous pouvez le voir on est sur un orge qui est très très clair, qui est très peu torréfié. À la différence en fait de ce type d'orge ici, où là on est sur un orge qui est beaucoup plus torréfié, avec une couleur beaucoup plus intense. Comme on peut le voir, beaucoup plus foncé. Très noir. Et en fait, la couleur, elle nous donne deux indications. Donc il faut savoir que quand on va venir torréfier nos grains, on choisit donc des températures et des temps de torréfaction totalement différents. Donc si on est sur des faibles températures, 95 degrés, ça reste assez élevé, mais pour une torréfaction, c'est très bas. On va produire en fait ce type de grains, donc les premiers grains qu'on avait, les grains très clairs. On va pas énormément donner de couleur, ça va donner très peu de goût au grain, mais par contre, le grain va conserver tout son sucre. À la différence du deuxième malt que j'ai montré, le malt chocolat, là par exemple. Où là on a un malt qui est très coloré, qui a été très torréfié, on est sur du 115-120 degrés environ pour les températures de torréfaction. Et là on va donner énormément d'arômes au grain. Par contre en fait la torréfaction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va caraméliser nos sucres déjà présents. C'est pour ça qu'on a cette couleur très foncée sur le malt chocolat. Et là on va perdre presque toute la charge de sucre qu'on a, mais on va apporter énormément d'arômes. Là pour le coup on a vraiment des teintes de caramel qui ressortent beaucoup. Et là ces maltes là ils vont être assez intéressants. Parce qu'ils vont en même temps vous apporter une dose de sucre, mais aussi une dose d'arôme. Donc c'est plutôt sympa, à la différence du chocolat qui lui apporte exclusivement et majoritairement que de l'arôme. Donc on n'utilise pas que de l'orge, on peut utiliser aussi du blé. Ça va être notamment le cas des bières blanches. En fait le trouble des bières blanches il est apporté par le blé. Pourquoi? Parce que le blé, à la différence de l'orge, c'est un grain qui est très très protéique, il y a énormément de protéines. Et les protéines, quand elles vont être sur une période d'ébullition, on va avoir ce qu'on appelle une casse protéique. Donc les protéines vont précipiter, vont donner ce trouble caractéristique qu'ont les bières blanches. Dans la bière que vous brassez aujourd'hui, quels sont les ingrédients et qu'est-ce qu'il y a dans cette cuve ici même? Donc là dans la cuve on aura juste donc, de l'eau et les maltes. Donc on va avoir différents maltes, je vais les prendre et les lister un par un, vous expliquer un peu les types de maltes. Donc on aura le malt pale dont on a parlé tout à l'heure qui est un malt très clair,
qui va donner énormément de sucre mais très peu de goût à une bière. Typiquement, quand on va faire une blonde, on utilise majoritairement que du pale, presque. Donc c'est notre base, comme je disais tout à l'heure, il faut apporter énormément de sucre. On a 6,2 kg de pale. Pour tous mes autres malts, je serai à moins de 500 grammes chacun. Donc après, on a un deuxième malt qui est le malt chocolat que vous avez pu voir tout à l'heure, très foncé. Elle va apporter énormément d'arômes, énormément de goût à la bière, très peu de sucre. On va retrouver du malt cristal, donc là on va avoir énormément de sucre aussi, il y a un petit peu d'arômes qui vont commencer à se développer sur le malt cristal. Après on a mis des flocons d'orge. Pourquoi est-ce qu'on met des flocons d'orge ? Quand on vient mettre des flocons en général, c'est pour rechercher un petit peu une mousse qui va tenir un petit peu plus. Parce que c'est la spécialité des flocons. Quand on vient apporter des flocons, on va venir avoir une mousse un peu plus importante. Ensuite, on a rajouté aussi du spécial B, donc là on est sur un malt très coloré. Là, on va apporter donc aussi de la couleur pour continuer sur essayer d'avoir une couleur très noire de la stout, très caractéristique. Et le dernier malt qu'on a utilisé, donc là on a utilisé du blé aussi. Et le blé va avoir le même effet que les flocons d'orge. Le blé donc va avoir tendance à apporter une meilleure tenue de mousse pour la bière. On va avoir une mousse qui va rester un peu sur le verre. Le blé est réputé pour ça. Il est réputé d'une part pour faire des bières blanches, donc on utilise du blé quand on fait de la bière blanche, mais on l'utilise aussi dans les bières quand on veut garder une mousse, une certaine qualité de mousse et une mousse qui va tenir au fur et à mesure de la dégustation. Donc Guillaume, tu nous as expliqué la première étape, et donc là on est actuellement à la deuxième étape, donc comment ça se passe ? Donc là on est sur l'étape de filtration, donc en fait on vient venir juste récupérer donc le mou. Le mou c'est juste la partie liquide de ce qu'on avait tout à l'heure, donc notre mélange d'eau et de céréales. Là cette fois l'eau en fait elle s'est chargée en sucre et elle s'est colorée aussi. Donc on va obtenir un jus sucré. Et donc là en fait on va avoir la deuxième étape donc de filtration et on va passer sur la troisième étape directement, qui va être là cette fois une étape d'ébullition. Donc pourquoi l'étape d'ébullition ? Pour venir rajouter nos houblons et aussi pour venir stériliser notre brassin. Donc sur l'ajout du houblon, en fait, on a deux ajouts de houblon majeurs, un au début de l'ébullition et un 10 à 15 minutes environ avant la fin de l'ébullition. En fait, le houblon, quand il est à température d'ébullition, donc à 100-103 degrés environ, il va libérer majoritairement deux molécules. D'abord les molécules aromatiques, mais le problème des molécules aromatiques, c'est qu'à la chaleur, elles sont thermosensibles, donc elles vont se dégrader à la chaleur, du coup on va les perdre au fur et à mesure. À la différence des molécules aromatiques qui sont plutôt longues à extraire et qui en fait s'extraient plutôt bien au bout d'une heure. Au bout d'une heure, on a vraiment une belle amérisation de la part des houblons. Du coup, c'est pour ça que le premier ajout de houblon, c'est nos houblons qui vont apporter de l'amertume à la bière, à la différence du deuxième ajout de houblon qui lui va plutôt apporter un côté aromatique à la bière. Donc là, du coup, en fait, je vais venir aller chercher donc avec mon petit pot de l'eau chaude. Donc là, on est à 92 degrés environ pour l'eau. Pourquoi je viens chercher de l'eau chaude pour préparer mes levures ? Parce qu'en fait, il faut que je vienne stériliser cette eau pour éviter de mettre mes levures dans une eau contaminée, en contact avec une eau contaminée. Donc pourquoi est-ce qu'on ne met pas la levure tout de suite ? Là, on est à 92 degrés comme on l'a vu sur l'afficheur. Le souci, en fait, c'est que les levures au-delà de 40 degrés, elles vont mourir. Donc on va pas les mettre tout de suite, sinon ça sert à rien, on aura fait cramer toutes nos levures. C'est pas ce qu'on veut. Donc je vais attendre que ça baisse. Quand je serai 10 à 15 minutes avant la fin de mon ébullition, là je vais venir mettre mes levures dedans et préparer ma solution de levure. Donc là du coup la quatrième étape, donc là pour l'instant on est encore en ébullition, mais à la fin de l'ébullition en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va transférer donc le contenu de notre mou d'ébullition dans les fermenteurs. Le truc c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour l'eau pour préparer la solution de levure, faut pas que ce soit trop chaud pour la levure. Donc là le souci c'est qu'on est à 163 degrés, on a la température d'ébullition forcément. Donc il faut venir en fait refroidir notre liquide. Donc on utilise pour cela un refroidisseur, on va venir échanger à contre-courant avec de l'eau pour avoir notre échange thermique et donc baisser du coup la température de sortie à 25 degrés environ. Donc là cette fois on va balancer dans le fermenteur à 25 degrés et comme on est à 25 degrés, là on pourra préparer notre solution de levure aussi après et transférer donc du coup et notre mou d'ébullition et notre solution de levure dans le fermenteur. Donc ici, alors qu'est-ce que sont ces cuves et à quoi servent-elles ? Donc là en fait on est sur des fermenteurs, donc ça va nous permettre de venir fermenter notre bière et ça va permettre donc à la levure de produire l'alcool qui est présent dans la bière, donc de rendre notre bière alcoolisée cette fois-ci. Donc là comme vous pouvez le voir, déjà on va parler un peu de la structure du fermenteur. Donc en fait ils sont cylindro-coniques, on a d'abord un cylindre en haut et un cône en bas. En fait c'est bénéfique d'avoir des cuves cylindro-coniques parce que ça va nous permettre de récupérer efficacement nos levures en fin de fermentation. Donc quand on arrive en fin de fermentation dite primaire, on va donc arrêter notre fermentation. La majorité des sucres en fin de fermentation primaire, ils ont été consommés. On a produit l'alcool de notre bière.
On n'a pas produit le gaz parce qu'en fait le petit barboteur que vous voyez ici, il permet de faire s'échapper le gaz. C'est pour ça qu'on a donc ce système de petits tuyaux avec un peu d'eau dedans. L'eau en fait ça permet donc de ne laisser s'échapper que le gaz et d'éviter que les bactéries rentrent dans le sens inverse pour éviter de venir contaminer notre brassin. Ça va y rester pendant 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines environ. Donc en fait quand on va être sur une fin de fermentation primaire, on va venir ouvrir donc la vanne que vous pouvez voir ici, qui se trouve en bas du fermenteur. Et ça va nous permettre de chasser notre culot de levure. On fait assez facilement la différence entre le culot de levure et la bière verte. Donc en fait la bière verte c'est une bière qui a son taux d'alcool définitif, qui a déjà fermenté une première fois, mais qui n'a pas son gaz parce que le gaz s'est échappé. Donc là on a une bière verte ici présente dans le fermenteur. Donc en fin de fermentation on va venir ouvrir en bas pour chasser les levures. Et on n'aura plus après qu'à remplir nos bouteilles. Donc on va venir remplir nos bouteilles avec notre bière. Et on va rajouter un petit sirop de sucre pour que les levures qui sont restées en suspension viennent en fait refermenter le sucre. Mais cette fois, vu qu'on est sur la bouteille, on est sur une atmosphère fermée. On n'a plus ce système d'échange qu'on avait avec le barboteur. Là, cette fois, on va venir produire majoritairement du gaz et très très peu d'alcool. Donc une bière en fait sur une bière artisanale, donc avec fermentation primaire et refermentation bouteille, on appelle ça bière à la fin de la fermentation secondaire, donc du coup à la sortie de la bouteille. Du coup, Guillaume, tu nous as parlé des ingrédients et tout ça que tu mets dans ta cuve, mais avec une cuve complète, tu peux faire à peu près combien de bières ? On produit en soi entre 20 et 24 litres de bière en sortie d'ébullition. Après en volume utile, on va dire en volume comme en bouteille, on est plus sur du 20 litres, plus ou moins. Entre 18 et 20 litres parce qu'on a toujours ce culot de levure qu'on évite de mettre les 2 derniers litres, on évite de les mettre en général parce que ça va être chargé en levure, c'est pas bon. Alors une bière trop chargée en levure c'est aussi un souci parce que comme on a une refermentation bouteille, si on a un culot de levure qui est trop gros et dans le fond, il va avoir du mal à se déposer et donc du coup quand on va servir la bière ça va partir avec et avoir un goût de levure dans une bière c'est pas forcément appréciable, c'est un goût assez particulier donc on évite en général. Et c'est pour ça que quand vous allez servir une bière artisanale, en général on va pas la servir jusqu'à la fin de la bouteille, on va toujours laisser un petit 2 cm en général pour éviter de transférer justement ce culot de levure dans les verres. Et c'est pour ça que quand on va servir une bière artisanale, il faut jamais relever la bouteille quand on change de verre. On change de verre mais on garde toujours plus ou moins la bouteille inclinée, sans en renverser bien sûr. Mais on garde toujours la bouteille inclinée pour éviter parce que en fait si vous la remettez droite, vous allez venir remélanger le culot. C'est pas forcément bon d'apporter des levures dans la bière, enfin ça donne un mauvais goût quoi. On n'aura pas vraiment le goût de la bière qu'on veut. Comme nous l'avons vu avec Guillaume, le processus de fabrication de la bière est bien plus compliqué que ce que nous pouvons penser. Chaque préparation et chaque processus a vraiment son importance. Que ce soit du malt torréfié, du malt chocolat, du blé ou encore de l'orge, la bière reste l'une des boissons préférées des Français. Il est important de prendre en compte ses bienfaits pour la santé, mais la consommer avec modération. En conclusion, la bière a beaucoup de points positifs et nous vous recommandons de la consommer, mais toujours avec modération.